Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Anne Collot. Oui, bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle que vous allez nous proposer le mercredi 16 février à 18h au Théâtre 95 à Cergy. Le spectacle a pour titre Communutopie, en deux mots, commune, utopie. Peut-être une explication de texte sur ce titre ? Oui, c'est un jeu de mots en fait sur le commune qui fait entendre à la fois cette idée d'ensemble, de collectif avec l'idée de la communauté, mais aussi l'idée du jeu et si on faisait comme si c'était une utopie. Donc voilà, c'est pour amener déjà différents niveaux de lecture pour la pièce. Alors tout cela en référence aux travaux et aux créations produites par une chorégraphe américaine qui vous a, on va dire, fortement influencé. En tout cas, ça a été une source de résonance de travail pour vous, celle d'Anna Alprin. Oui, effectivement, Anna Alprin, c'est une chorégraphe états-unienne qui est décédée l'année dernière à près de 101 ans et qui, depuis que je l'ai rencontrée au début des années 2000, ne cesse de m'inspirer, de me nourrir, de me guider, on pourrait presque dire. Ça a été d'abord une longue relation de travail aux États-Unis et puis depuis la France avec des allers-retours et j'ai tellement été subjuguée par son travail, par la femme, par la puissance de son œuvre, que j'ai recréé certaines de ses pièces, puisqu'elle était à l'époque, au début des années 2000, quand je l'ai rencontrée, quasiment inconnue en France et en Europe. Elle commençait tout juste à être repérée par certaines personnes en France, dont un chorégraphe qui s'appelle Alain Buffard, qui est décédé depuis. Mais voilà, donc j'ai entrepris avec elle un échange au long cours, et j'ai recréé donc en 2008 une de ses pièces phares qui avait été interdite pendant 20 ans aux États-Unis parce qu'elle déshabillait ses danseurs sur scène. C'est une pièce qui s'appelle Parades and Changes, parade, on pourrait dire, et transformation, qui a été créée en 1965 et qui a révolutionné la danse parce qu'elle est basée entièrement sur des gestes du quotidien. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des phrases chorégraphiques, la pièce part de gestes de tous les jours, comme justement se déshabiller, ou comme déchirer des feuilles de papier, ou transporter des objets, les emmener, leur faire traverser l'espace, etc. Et ce qui peut paraître très banal, en fait, devient complètement extraordinaire depuis de la manière dont on fait ces actions sur le plateau. Alors, Anna Alprin, c'est vrai qu'elle a marqué, pour ceux qui s'intéressent de près à la danse et à l'histoire de la danse, elle a marqué le début des années 60, c'est ça, où on a parlé à ce moment-là d'une véritable transformation radicale de la danse contemporaine. Elle, au-delà de ses réalisations, quelle a été son influence sur la danse contemporaine selon vous ? Alors son influence, je dirais, est majeure, même si elle n'est pas forcément reconnue, puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à faire école, Anna Alprin. Elle, ce qui l'intéressait, c'était que chacun développe ses propres processus de travail, son propre langage chorégraphique, mais elle a quand même justement tellement ouvert de possibles pour la danse et pour la performance qu'elle a initié des façons de faire qui ont nourri en fait des générations d'artistes et notamment ce qu'on a appelé la post-modern danse américaine avec des chorégraphes comme Simone Forti, Trisha Brown, Yvonne Rainer et au-delà de ça, de multiples architectes, poètes, cinéastes, etc., etc. Et elle a vraiment donc complètement remis à plat ce qu'on appelait la danse, ce que c'était que le geste, ce que c'était qu'une composée en danse, qu'est-ce que c'était que la danse, etc., etc. Ouais. Alors son travail, cette pièce dont on parle, d'Anna Alprin, vous dites qu'elle porte en elle un esprit de liberté et d'utopie qui est pour vous emblématique de l'enfance, d'où l'idée effectivement de recréer, parce qu'on parle de recréation, je crois, de cette pièce qui est devenue aujourd'hui comme une utopie.
Alors, pour justement Commune Utopie, moi j'avais très envie que cet univers artistique, esthétique, performatif soit accessible aux enfants, ce qui n'était pas le cas avec cette séquence de nudité, puisque ça peut être un petit peu compliqué. Et d'interdiction pendant une vingtaine d'années d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas que pour les enfants d'ailleurs que c'est parfois compliqué, mais le désir c'était que les enfants puissent avoir accès au caractère effectivement extrêmement à la fois très sérieux mais très joueur du travail d'Anna Alprine et puis s'immerger vraiment dans la dimension de l'utopie à travers donc cette transformation du quotidien, mais aussi à travers cette dimension de l'art comme expérience et de la fabrication. En fait, c'est beaucoup la notion de processus qui est à l'œuvre, beaucoup plus que le résultat fini, et donc de pouvoir eux-mêmes avoir une voix au chapitre pour agir pendant le spectacle sur ce qui est en train de se faire, au plateau. Mais donc, dans Commune Utopie, je m'inspire totalement du travail d'Anna Alprine, mais je ne fais pas exactement une recréation de Courage and Changes, puisqu'on s'en éloigne. C'est-à-dire, je reprends les principes, je reprends des tâches, des gestes du quotidien, mais je les compose et je les propose un petit peu différemment, justement pour les adresser à ce jeune public. Oui, avec l'idée effectivement de cette fabrique d'une création collective, parce que le public a, comme vous dites, son mot à dire, y compris le jeune public. C'est un petit peu l'un des enjeux de ce spectacle sur ce dont on parle aujourd'hui et qui n'est pas toujours bien expérimenté, la démocratie participative. Oui, il y a vraiment cette dimension-là que j'avais très envie d'adresser aux enfants parce qu'il est contenu, je dirais, dans le travail d'Anna Alprine, en tout cas dans ce que moi j'y vois, cette idée que tout un chacun et tout un chacune est un danseur ou une danseuse et qu'il n'y a pas besoin, que ce n'est absolument pas réservé à une élite, il n'y a pas besoin d'avoir des codes et c'est vraiment le faire ensemble comme un jeu avec un ensemble de règles qui est au cœur du spectacle et du coup les danseurs sur le plateau proposent aux enfants à un moment donné de choisir en fait un certain nombre de remises en jeu de ce qui se passe au plateau pour définir ensemble un nouveau spectacle qui va être ensuite performé par les danseurs. Alors, vous avez dit le faire ensemble, il y a cette notion du plaisir du jeu et ça effectivement, ça parle nécessairement aux enfants, la dimension ludique, la dimension participative. Oui, c'est ce qu'il me semble et on le vérifie. Là, on a créé la pièce en novembre, elle tourne depuis et effectivement, les enfants sont de plein pied avec ce type de proposition, c'est-à-dire qu'ils s'emparent des choses avec une jubilation qui est extrêmement communicative et se prêtent totalement au jeu d'arriver à définir ce qu'ils ont envie de revoir, à voter, à même à un moment donné participer directement sur le plateau à une des actions, mais ça je n'en dis pas plus pour garder la surprise. Un peu de mystère et de surprise. Alors on parle aussi, y compris dans leur intervention collective, d'une performance qui est chorégraphique, avec sur scène 2 danseurs et une danseuse. Quelques mots à propos de vos interprètes. Oui, alors il y a trois interprètes au plateau. Donc Zoé De Souza, qui est une toute jeune danseuse issue du Conservatoire de Paris, c'est la première fois que je travaille avec elle et qui est une formidable interprète. 2 danseurs plus confirmés avec lesquels je travaille déjà depuis quelques années, qui sont Sherwood Chen, un danseur américain que j'ai rencontré justement chez Anna Alprine, donc il connaît très bien son travail, et Calixto Neto, un danseur originaire du Brésil, qui se prête aussi à l'aventure après avoir participé à d'autres créations que j'ai faites. Donc il y a vraiment plusieurs générations aussi sur le plateau, et c'était un désir aussi de pouvoir montrer cette variété aussi d'âge par rapport à ce spectacle. Quand vous parlez des gestes, voire des tâches du quotidien, c'est parce que c'est le fil conducteur aussi, c'est ce qui va amener à fabriquer ce spectacle, même s'il est déjà bien créé, en effet, mais où il y a à chaque représentation, il y a forcément une finalité, du moins un déroulé qui sera différent.
Complètement, puisque c'est vraiment la règle du jeu, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps qui est une performance un petit peu plus habituelle, dans le sens où les danseurs ont une partition qu'ils interprètent, qui est fixée à l'avance, avec une certaine relation aux lumières qui sont créées par Henri-Emmanuel Doublié, à la musique, qui est une réinterprétation de la musique originale de l'époque de Morton Subotnick par Mathias Delplanque, et puis une relation aussi aux objets, aux accessoires qui sont, eux, créés par Rachel Garcia, qui est également la costumière. Et il y a beaucoup l'idée de la transdisciplinarité, d'avoir toutes ces dimensions qui jouent ensemble. La danse, bien sûr, mais aussi la musique, les lumières, les costumes, etc. Et à partir de tout ça, effectivement, après ce moment de vote avec les enfants, on redéfinit complètement les choses, et en fonction des choix du jeune public, c'est une nouvelle partition, un nouveau spectacle qui est effectivement proposé. À chaque fois, les danseurs, le musicien, l'éclairagiste s'adaptent pour arriver à jouer ce nouveau spectacle. Donc il y a une part d'improvisation également. Oui, alors avec aussi l'idée que quand on parle du plaisir du jeu, comme tout jeu a ses règles. Complètement. C'est vrai que c'est le jeu, comme sont les enfants maîtres en la matière, c'est-à-dire capables de s'immerger corps et âme dans ce jeu, qui a des règles aussi très sérieuses, qui sont donc des règles partagées par les danseurs au plateau, le musicien et l'éclairagiste, qui leur permet effectivement de savoir ce qu'ils vont faire ensemble, avec quelle vitesse, dans quel type d'espace, qu'est-ce qu'ils vont utiliser. Tout ça est défini, et en même temps, il y a une marge de manœuvre qui fait que chacun va pouvoir faire les choses aussi à sa manière. Et c'est ça que je trouve aussi là très fort en termes d'expérience commune, c'est-à-dire qu'il y a cette articulation, ce jeu entre contrainte et liberté, qui fait qu'on est réunis par ces règles, et en même temps on a suffisamment d'espace pour pouvoir les interpréter. Oui, ça laisse peut-être la place également aux transgressions. Alors ça laisse la place aux transgressions, ce qui est effectivement le cas dans la deuxième partie, ce nouveau spectacle, où les danseurs à chaque fois réinventent des choses, parfois en transformant un petit peu la règle. Pour vous, c'était important d'être aussi dans ce travail de transmission de ce que vous a inspiré, ce que vous a apporté Anna Alprin ? Oui, ça me paraît absolument essentiel, parce que cette œuvre qui, moi, m'amène autant, me paraît inépuisable, en fait. Et je trouve que par rapport à la période qu'on vit, qui est une période très complexe, et notamment pour les enfants, le fait de pouvoir se réapproprier les choses, le fait d'avoir accès à un art comme ça qui est inclusif, qui permet aussi de s'immerger dans des expériences qui sont très joueuses, me paraît très important. Et pour moi, c'est la meilleure manière de continuer à rendre hommage à la puissance du travail d'Anna Alprin et à la femme, c'est justement d'inviter les générations futures à faire connaissance avec ce qu'elle a pu proposer. Oui, on n'est pas dans la compétition, alors que aujourd'hui c'est l'individualisme et l'égoïsme qui se répandent dans notre société. Là, c'est aussi l'art du collectif. C'est complètement l'art du collectif, c'est l'art de l'écoute aussi. La danse, pour moi, est vraiment aussi énormément un art de l'écoute et de la capacité à négocier sans cesse nos présences, nos relations aussi avec notre environnement. Et c'est aussi tenir compte de ce que chacun peut amener, en fait. Il y a vraiment cette idée, même dans le conflit, c'est pas du tout bisounours et où tout le monde il est beau et il est gentil, c'est que on a des différences, on a des différents, mais comment est-ce qu'on y travaille ensemble, et comment est-ce que du coup on crée ensemble quelque chose qui est de l'ordre de cette petite démocratie en marche, même si elle est provisoire, éphémère, mais d'ouvrir des espaces comme ça qui permettent justement ces rencontres parfois un peu astringentes, mais qui permettent justement de faire de la place à tout ça en se reliant soi-même à des consciences qu'on essaye de développer, conscience sensorielle, conscience musicale, conscience affective aussi, parce que le rapport aux émotions qui nous traversent est très
très creusé, très approfondi dans ce travail d'Anna Alprin, et le rapport aussi à l'imagination, puisque ça, Oui. on ne cesse de produire des images, et c'est ça qu'on essaye aussi de transmettre aux enfants. Ouais. Vous parlez également du caractère utopique et solaire de ce travail d'Anna Alprin qui a changé le cours de la danse. Ce mot d'utopie se retrouve dans le titre de votre spectacle, et je dois dire, à ma grande surprise, c'est que on entend peu souvent parler de ce mot dans ces années 2020. Alors, j'ai l'impression que l'utopie souffre parce qu'elle est sans arrêt ramenée à sa dimension, on pourrait presque dire de dystopie, qui est un peu ce qu'on a l'impression de vivre en ce moment et qui ne cesse de prendre de nouvelles formes. Et c'est pour ça que ça me paraît extrêmement important de réouvrir la dimension très fertile de ce mot-là, qui contient effectivement la possibilité de la transformation, et je crois que ces arts des avant-gardes des années 60 notamment, Anna Alprin a été aussi beaucoup inspirée par le Bauhaus, par l'esprit Dada, le surréalisme, etc., qui étaient des mouvements artistiques où on essayait vraiment de transformer le quotidien à partir de dimensions qui étaient beaucoup plus oniriques, beaucoup plus ouvertes. Pas de notion effectivement de rentabilité ou de productivité, c'est-à-dire des espaces inconnus qu'on essaye d'ouvrir et dans lesquels dont on va considérer en fait qu'ils ont un vrai pouvoir de vie et de transformation. Oui, avec une dimension, comme vous l'avez dit, sensorielle, mais également joyeuse. Vous avez même parlé de dimension jubilatoire. Oui, c'est qu'à partir du moment où on intègre comme ça toutes les dimensions qui sont liées au geste, ces dimensions de l'émotion, ces dimensions du jeu, ces dimensions des autres, ces dimensions de la sensorialité, de l'imagination, on se rend compte qu'on ouvre un ensemble d'expériences dont on se coupe la plupart du temps, et les enfants sont de plein pied dans cette polyphonie, on pourrait dire, d'expériences dont ils se retrouvent coupés aussi malgré eux, je pourrais dire d'une certaine manière. Et en tant qu'artiste, on ne cesse de renouveler ça, de retisser des accès à cette polyphonie de sensations, d'émotions, d'images. Et donc c'est très important, je trouve, de pouvoir le faire ensemble aussi en tant que spectacle vivant sur scène. On va aussi proposer au jeune public de transformer un peu son rapport à la salle de spectacle, c'est-à-dire non, ils ne vont pas être obligés de rester complètement silencieux. Oui, ils vont pouvoir bouger et agir. Oui, ils vont pouvoir donner leurs impressions, donner leurs choix, etc., etc. Donc on fait aussi des transgressions qui ont déjà été mises en œuvre, bien sûr, depuis les années 60 et même avant, mais qui sont peu utilisées toujours, et en tout cas par rapport au spectacle jeune public également. Un spectacle à recommander, évidemment, si on l'a bien compris, pour le mercredi 16 février à 18h. Ça sera au Théâtre 95 à Cergy. À l'affiche de Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. C'est un spectacle qui sera à découvrir en famille pour les enfants à partir de 8 ans. C'est ça un petit peu l'indication ? Oui, alors c'est l'indication qui a été celle de la création, et on se rend compte en la proposant dans divers théâtres avec différents âges que effectivement des enfants plus jeunes, voire même plus âgés, c'est-à-dire moi je pensais jusqu'à 12 ans, mais on se rend compte que même des classes de 4e, 5e ou même 3e peuvent aussi y trouver un vrai plaisir. Merci Anne Collot d'avoir présenté ce spectacle comme une utopie, en 2 mots, comme une utopie, on l'a bien compris, et c'est à découvrir à l'affiche de Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise le 16 février à 18h au Théâtre 95 à Cergy. Mille merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.